Catégorie B, décalé. Salut à tous, très chers Lyoko-fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Et pour ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, eh bien je vous souhaite à tous une excellente rentrée scolaire. Oups, désolé, je viens de vous refiler le seum rien qu'en disant ça. Mais bon, bah c'est la vie, hein. Bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode de Code Lyoko qui est extrêmement comique, je me suis tapé vraiment des grosses barres sur celui-ci, mais qui en même temps souffre d'un scénario aussi incohérent que les paroles d'une chanson de Jul. Ouais, désolé pour les fans de Jul, mais j'ai pas trouvé de meilleure comparaison. Ah ouais, ça je veux bien le croire mec. Ta musique vient d'une autre planète, ouais, c'est sûr. Bref, trêve de médisance et passons tout de suite à l'analyse et la critique de l'épisode 91, Mauvaise onde. Bonsoir, bienvenue dans le journal du 20h. Aujourd'hui, dans les actualités, on va parler de Code Lyoko, et plus spécifiquement d'un épisode en particulier, le 91, qui s'agit d'ailleurs pour moi du pire épisode de la série. Mauvaise onde est un épisode de la 4e saison, et plus précisément de fin de saison. Et ça, c'est déjà un problème, mais j'y reviendrai plus tard. L'épisode commence banalement, si je peux dire. Jérémy fait une blague douteuse, et Odd râle parce que ses parents viennent lui rendre visite à Kadik. Et à partir de là, ça part déjà en couille. Vous allez comprendre pourquoi. Mon père et ma mère sont toujours cool, sympas, attentionnés. En bref, ils sont parfaits. Galère, on échange avec les miens quand tu veux. Oh, si seulement je pouvais m'opposer à eux, me disputer. Enfin bref, être un ado normal. Normal, vraiment. Le mec cherche à entrer en conflit avec ses parents, mais c'est normal. Moi j'appelle plutôt ça être complètement perché, mais bon après c'est hot quoi. Donc le mec nous fait un caca nerveux depuis le début de l'épisode parce que ses parents sont trop cool et ça le fait chier. C'est tellement con que même ses propres amis se foutent littéralement de sa gueule. Ça doit être horrible à endurer. Franchement, on te plaint. C'est vrai, j'aimerais pas être à ta place. De toute façon, je savais que vous comprendriez pas. Bah en même temps, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. À la limite, si ses parents avaient été aussi infects que ceux d'Ulrich, là j'aurais compris pourquoi il cherche à faire sa petite crise d'ado. Mais là, je suis désolée, mais non, je ne comprends pas. À moins d'être complètement maso. Suite à ça, quelques instants plus tard, comme on pouvait s'en douter, les parents d'Odd finissent par débarquer à Kadik. Et vous allez peut-être me trouver relou, mais là encore, il y a quelque chose qui me chiffonne. Ah, ça doit être tes amis, non? Bonjour, tu nous en as parlé si souvent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Bonjour. Enchantée de faire enfin votre connaissance. Ah là là, décidément, ce scénario a vraiment été écrit avec le cul. Lors de sa rencontre avec Aelita, à aucun moment la mère de Odd n'a fait allusion à la fausse identité de la jeune fille. Souvenez-vous, dans l'épisode 30, Un grand jour, le proviseur avait appelé Madame Della Robbia afin qu'elle confirme si oui ou non Aelita était bel et bien la cousine de son fils. 61 épisodes plus tard, Madame Della Robbia se retrouve face à Aelita enfin, et je trouve ça vraiment surprenant que, ouais, cette histoire n'a pas été remise sur le tapis. Oui, alors après, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu pas mal de retours dans le temps qui ont été lancés, ce qui aurait pu éventuellement altérer un petit peu la mémoire de Madame Della Robbia, mais perso, je ne trouve pas ça très cohérent, étant donné que dans la série, certains élèves de Kadik sont au courant de la présence du chien d'Odd dans l'établissement. Et malgré les nombreux retours dans le temps à répétition au cours de la série, ces élèves-là n'ont jamais oublié Kiwi pour autant. Donc cette explication ne tient pas la route selon moi. Mais bon après, chacun pense qu'il veut évidemment. Ah oui, et on notera également une petite incohérence dans le comportement d'Aelita, puisqu'à aucun moment elle a flippé pour sa fausse identité en voyant débarquer la mère d'Odd. Enfin bref, les scénaristes se sont fails jusqu'au bout, au point d'avoir laissé passer une occasion de développer une intrigue qui pour le coup aurait été la seule chose d'intéressante dans cet épisode. Et qui aurait aussi donné un peu plus de sens à tout ce merdier. Bien, je vous épargne ensuite toute cette scène inutile qui se déroule dans le bureau du proviseur, avec les parents d'Odd qui encensent tellement leur fils que même ce pauvre Delmas ne peut même pas en placer une dans cette foutue discussion. Et on arrive enfin au moment où Odd doit présenter son fameux court-métrage dans la salle des fêtes. Une scène, ma foi, fort intéressante. Non, je déconne. Premièrement, la scène du court-métrage est seulement un prétexte pour faire connaître les parents d'Odd aux yeux du téléspectateur. Et oui, après tout, on connaissait déjà la famille de Yumi, les parents d'Ulrich, le père de Jérémy et même les parents d'Aelita. Alors à un moment donné, il fallait bien qu'on nous dévoile le visage des parents d'Odd. Et deuxièmement, c'est du recyclage. Eh oui, pas de bol, on a déjà vu cette scène dans l'épisode 50, Contact. Voilà comment se traduit le manque d'imagination chez les scénaristes. En bref, ce début d'épisode se résume à 3 choses essentielles. 1. Odd fait sa tête de con afin d'emmerder ses parents. 2. Sissi pète son portable. Et 3. Le proviseur joue à des jeux vidéo au lieu de travailler.
Ouais, en termes d'intrigue sur Terre, on a vu mieux quand même. Mais c'est pas grave, on reste positif et on se dit que la deuxième partie avec l'attaque de Xana et les combats sur Lyoko, ça sera meilleur. Eh bien, que nenni. Malheureusement, ça ne s'arrange pas non plus en deuxième partie. C'est peut-être même pire en fait. La déchéance continue donc avec l'attaque de Xana qui est pour le moins très cocasse et très nulle. Maman, c'est toi? En résumé, lors de cette attaque complètement nulle à chier, enfin si on peut appeler ça une attaque déjà, Xana se servira des téléphones portables pour xanatifier absolument tout le personnel de Cadix. Et quand je dis tout le personnel, c'est vraiment tout le monde. Les élèves, les profs, la cuisinière, le jardinier, tout le monde y passe. Et surtout les parents d'Odd aussi, c'est bien de le souligner, puisqu'ils vont servir qu'à ça dans cet épisode. Bah ouais, mis à part ça, il y a vraiment aucune autre intrigue qui va tourner autour de ces personnages. En gros, pour la faire courte, ils ont servi à rien en fait. Bref, pour en revenir à l'attaque de Xana, celle-ci est déjà très conne à la base, hein, parce que bon, prendre possession de tout le bahut juste pour buter Odd, c'est quand même très limite. Mais le plus choquant là-dedans, c'est le comportement des xanatifiés. Voyez par vous-même. Ils ont bouffé un lion qui a bouffé une hyène ou quoi? Ouais, ou alors ils ont un petit peu trop fumé de moquette aussi, c'est possible. En temps normal, un xanatifié se contente surtout d'électrocuter sa victime à l'aide des éclairs qui jaillissent de ses doigts. Mais au cours de la série, on a pu remarquer que ceux-ci avaient également d'autres capacités hors du commun, comme se dédoubler, lancer des salves d'énergie ou encore traverser les murs. Ah oui, et quelquefois ils se la jouent même Jésus en marchant sur l'eau, c'est dingue. En bref, ils sont dotés d'une incroyable puissance. Mais dans cet épisode, c'est tout le contraire si je peux dire. Alors certes, ils sont un minimum menaçants, oui je dis bien un minimum, mais à côté de ça, ils font que de parler, c'est un truc de ouf, ils passent jamais à l'action. Mais ce qui m'a surtout interpellé, c'est leur offensive qui est plutôt particulière. Et oui, puisqu'au lieu de chercher à électrocuter leurs victimes, ils vont plutôt se servir de différents ustensiles de ménage, de cuisine ou de jardinage pour les faire flipper. Ce qui nous amène à penser que plus Xana xanatifiera de monde, moins les xanatifiés seront performants et puissants. Et en y réfléchissant, c'est vrai que cette théorie tient vraiment la route. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais ouais, c'est une réflexion très intéressante. En tout cas, dans cet épisode, le seul domaine où ils ont excellé, c'est dans la punchline. Mais, mon chéri, tu perds la tête. Je préfère perdre la tête qu'avoir la tienne. Bien, suite à ça, l'épisode se poursuit donc, et là, on tombe sur une scène très surréaliste. Ah ouais, là, on est à 9 sur 10 sur l'échelle du what the fuck. Couscous boulette. En fait, si, finalement j'ai faim. Les pois chiches. Au chaud et pois chiches. Ok, d'accord. Donc le mec se fait traquer dans tout le bahut par tous les xanatifiés qui cherchent à le trucider. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se tape un bon gros couscous boulette au réfectoire sans pression, le gars. C'est la fête. Oui, bon, après tout, chacun ses priorités, comme on dit, on juge pas. Mais bon, moi, dans sa situation, c'est bien la dernière chose que j'aurais envie de faire, ouais, c'est sûr. Pourtant, en temps normal, je suis comme lui, hein, mais là, non, c'est juste pas possible, quoi. Non, mais c'est incroyable. À quel moment t'as envie de te goinfrer dans un moment pareil, sérieusement? Ceci dit, après, vu l'intelligence des xanatifiés, ouais, t'as largement le temps de t'enfiler un couscous, hein, pourquoi pas? Et des scènes dans le genre what the fuck, il y en a aussi pas mal dans la partie virtuelle. Bon, au début, c'est cohérent, y a pas de souci. Jérémy nous explique dès le départ qu'il ne peut pas envoyer ses amis près de la tour puisqu'il y a un bug, et que malheureusement, la programmation des véhicules, c'est compliqué également. Jusque-là, ok. Mais les emmerdes commencent à partir du moment où Xana envoie ses monstres. L'Overwing sur lequel Ulrich et Yumi sont perchés est touché par un tir, et ces derniers sont alors précipités vers la mer numérique. Mais malgré tout, lors de sa chute, Ulrich fait preuve d'intelligence en saisissant un de ses katanas qu'il enfonce dans la paroi montagneuse afin de s'y raccrocher. Ce qui est une brillante idée. Mais en revanche, la suite l'est beaucoup moins. Bien joué, alors oui, si on veut, c'est sûr qu'elle s'est très bien battue,
Mais alors, c'est bien beau de combattre les monstres, mais le problème c'est qu'Ulrich et Yumi, eux, ils sont toujours en danger. Je chipote peut-être, mais moi, si j'avais été à sa place, la première chose que j'aurais faite direct, c'est d'utiliser mon pouvoir de création afin de les sauver le plus rapidement possible. Bon ok, elle a fini par le faire, mais bon, il a fallu qu'elle attende le dernier moment quand même. Alors après, on a aussi le vertige d'Ulrich qui est réapparu comme par enchantement dans cet épisode, alors qu'on n'en avait plus entendu parler depuis l'épisode 44 du même nom. Bah ouais, non mais sérieusement, qu'est-ce que ça fout là, ça? Et surtout, depuis quand Ulrich a le vertige sur Lyoko, en fait? Bah oui, jusqu'ici, ça n'a jamais posé de problème, donc je vois pas pourquoi ça réapparaîtrait comme ça, soudainement, comme une envie de pisser. C'est incohérent. Mais bon, ça, c'est seulement des petits détails, j'ai envie de dire, c'est pas bien méchant à la rigueur. Non, il y a un problème beaucoup plus grave, là. Bah oui, où est passé Dark William? Ouais, je vais le répéter pour la 112 millième fois, mais l'objectif de Xana dans la saison 4, c'est de plonger Aelita dans la mer numérique pour faire venir Franz Hopper afin de le buter. Et pour réaliser ce super plan diabolique, il a besoin de Dark William. Donc à la limite, si William était apparu dans cet épisode, j'aurais rien pu dire sur l'attaque périmée qu'on a eu le droit sur Terre, puisque pour le coup, elle aurait eu un sens. Bon, j'aurais pu toujours critiquer le manque de créativité de cette attaque de merde, mais on s'en fout parce que là c'est pas du tout le but. Peu importe l'attaque, du moment que Xana arrive à faire venir Aelita sur Lyoko, c'est tout ce qui compte. Donc ouais, la présence de Dark William sur Lyoko aurait fait une grosse différence. Mais là, bah non, malheureusement, Xana a payé des vacances à Dark William et donc adieu la cohérence. Bon, et bien tant pis, on va se contenter d'un banal combat de monstres suivi de la désactivation d'une tour activée. Rien de bien palpitant, quoi. Tour activée qui n'a d'ailleurs aucune protection, si je peux me permettre, puisque les combats ont lieu quelques mètres plus loin. Et ouais, c'est là qu'on réalise qu'Aelita aurait pu désactiver la tour depuis la première seconde où elle est arrivée sur Lyoko, en fait. Depuis le début, la tour était dégagée, mais non, il a fallu qu'elle perde son temps à combattre. Bref, c'est du Aelita tout craché quoi, on peut rien y faire. Bon, je la critique, mais Jérémy, on en parle. Il vaut pas mieux lui non plus. Yumi, tu viens de perdre 40 points de vie. Mais si je suis au courant, je vais faire mon possible pour pas prendre un nouveau tir. Oh, quelle idiote! Ouais, je l'ai toujours dit. À mes yeux, Yumi manque cruellement de prudence sur Lyoko. Et malheureusement, c'est souvent pour cette raison qu'elle se fait pas mal dévirtualiser dans la série. Mais là, c'était clairement pas sa faute. Jérémy aurait dû la prévenir qu'il y avait un cancre là derrière elle. Elle pouvait pas le deviner toute seule. Surtout qu'en plus, bah voilà quoi, c'est pas comme s'il avait plein de trucs à faire. Bon, après, j'ai rien d'autre de plus à dire sur la partie virtuelle, c'est vraiment les seules choses qui m'ont dérangé. Et donc, une fois la tour désactivée et le retour vers le passé lancé, on revient enfin sur Terre, plus précisément au moment où Odd diffuse son court-métrage. Et c'est justement cette partie-là qui va m'intéresser. Alors pas le court-métrage en lui-même, hein, parce que bon, l'humour maternel, bac à sable, où on se fout un petit peu de la gueule de tout le monde dans le bahut, ça a bien 5 minutes. Non, moi ce qui a surtout attiré mon attention, c'est la fin. Suite au fait que Sissi ait aidé Odd pendant l'attaque de Xana, ce dernier la remercie d'une belle façon à la fin de son court-métrage. Mais alors je sais pas vous, hein, mais moi il y a quelque chose qui me choque dans cette séquence quand même. Bah ouais, le mec a posé des caméras dans la chambre de Sissi pour la filmer à son insu, et ça dérange personne. Et le pire, c'est que les parents s'en battent les steaks. Ah là, le respect de la vie privée et du droit à l'image est parti directement au fin fond des chiottes du collège Kadik. Bah ouais, non mais sérieux, tu fais ça dans la vraie vie, t'as des problèmes avec la justice, hein, je te le dis. Bref, en tout cas, c'est là-dessus que se termine cette analyse, et ouais, c'est la fin de l'épisode. Mais avant de se quitter, je vais dresser un bilan et lui attribuer une note. Alors, pour commencer, c'est vrai que cette analyse critique est assez négative pour le coup. Mais attention, ça ne veut pas dire que j'ai détesté cet épisode pour autant. Bien au contraire, en tant que grande fan de la série que je suis, je ne peux que tous les aimer. Et même ceux qui sont un peu moins bons scénaristiquement parlant. Malgré ce que j'ai pu dire sur cet épisode à travers la vidéo, je trouve quand même qu'il a beaucoup de points forts. Déjà, il est extrêmement comique. Moi, honnêtement, le jour où j'ai un gros coup de blues, pour me remonter le moral, c'est vraiment celui-là que je vais choisir en premier. Le fait qu'Aelita soit mise en valeur sur Lyoko aussi, j'ai beaucoup apprécié. Mais ce que j'ai vraiment kiffé par-dessus tout, c'est l'unité entre Sissi et Odd pendant l'attaque de Xana. Bah oui, de base, ce sont deux personnages qui s'apprécient pas vraiment, donc là, les voir s'allier ensemble, c'est vraiment génial. Surtout que Sissi, elle était pas obligée de lui venir en aide. Elle aurait pu se barrer et le laisser se démerder. Donc ouais, voilà, cet épisode a quand même pas mal de points positifs, mais en même temps, c'est vrai que
le scénario laisse vraiment à désirer. En fait, Mauvaise Onde est ce que j'appelle un épisode de remplissage, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien, il ne fait avancer en rien l'intrigue, mais on l'intègre quand même à la série pour faire durer un peu plus longtemps le plaisir des Lyoko-fans. Et ce, même si le scénario doit en pâtir. Ah oui, si vous regardez l'épisode 90, Médusée, et que vous passez directement à l'épisode 92, Sueur froide, je peux vous jurer que vous aurez rien manqué de l'intrigue. Mais le vrai problème, comme je l'ai dit en début de vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, c'est que cet épisode a été placé en fin de saison. Enfin là, c'est plutôt en fin de série d'ailleurs, c'est encore pire. Ouais, parce qu'on est d'accord, cet épisode-là est un épisode de la saison 4, mais il a été construit sur les mêmes bases d'un épisode de la saison 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrigue, il y a juste une attaque de Xana, on désactive la tour et terminé. Et placer ce genre d'épisode en fin de saison, c'est pas vraiment judicieux. Je dis pas qu'il aurait fallu l'enlever, parce que bon, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'aime tous les épisodes. Mais à la limite, ils auraient dû au moins le mettre en début de saison 4. Comme ça, on la commence doucement, et puis progressivement, on arrive vers des épisodes un peu plus importants. Comme ça fait un petit peu moins tâche. Non, parce que là, entre le 90 et le 95, il se passe énormément de choses intéressantes. Il y a la libération de William, Xana qui est vaincue, enfin, que des trucs de ouf. Et là, au milieu, t'as cet épisode 91 qui sert à que dalle. Clairement, tu te demandes ce qu'il fait là, en fait, parce qu'il a rien à foutre en fin de saison. En fait, vous savez quoi? Cet épisode me fait vraiment penser à une parodie, sans déconner. Bah, c'est vrai, il contraste tellement avec les autres qu'on dirait, je sais pas, que ça a été voulu. Moi, c'est en tout cas l'impression que ça me donne, ouais. Mais en y réfléchissant, peut-être que de créer un épisode parodique visant à se moquer un petit peu de la série était le réel but des scénaristes. Eh ouais, c'est pas con comme réflexion en vrai. Voilà ce que ça donne quand je fais fonctionner mes neurones. Non, je déconne. Bref, maintenant il est temps de passer à la note. Bon alors c'est simple, hein. Je suis vraiment très mitigée. Comme j'apprécie tout de même tous les épisodes de Code Lyoko, je ne peux pas donner une note en dessous de 10 sur 20. En plus, il y a quand même des choses que j'ai appréciées malgré tout, donc voilà. Mais en même temps, vu le scénario catastrophique et fouillis, je ne peux pas non plus lui attribuer plus de 10. Donc ma note, eh bien c'est 10, la moyenne. Voilà, cette fois-ci c'est réellement la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette analyse est la première d'une série de vidéos spéciales analyse d'épisodes que je compte réaliser sur la chaîne. Pour l'instant, j'ai prévu d'analyser encore 3 épisodes de la série, mais sachez que si le concept vous plaît vraiment, vous pouvez toujours m'envoyer les épisodes que vous voulez que j'analyse en commentaire et je me ferai un grand plaisir de le faire. Voilà pour les infos du jour. Allez, je vais vous laisser. En attendant, portez-vous bien comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut les Lyoko-fans!